Alors un grand merci pour le sujet. Donc je vais rebondir à la suite de Brigitte, puisque moi la question qu'on me pose après, c'est que deviennent ces enfants, puisque comme Brigitte l'a bien dit, il y a un gros travail qui a été fait par les équipes pédiatriques sur les atteintes respiratoires de l'enfant, et on a vu donc qu'il y a cette atteinte respiratoire qui est plus ou moins sévère entre les différents types d'amyotrophie spinale, avec tout le travail qui a été fait pour documenter donc cette progression de cette atteinte respiratoire. Sur les modalités de prise en charge, mais qu'en est-il de l'adulte? Et est-ce qu'on a des données qui nous permettent de caractériser cette atteinte respiratoire chez ces enfants qui maintenant vont grandir? Alors, je dois être la seule personne ici qui soit contente d'avoir eu un an de plus pour préparer les entretiens, puisque dans l'intervalle, il y a 2 études, à mon sens, qui sont parues et qui sont importantes pour avoir des données plus substantielles, puisque jusqu'à présent, les principales données respiratoires qu'on avait étaient les données concernant les populations pédiatriques, avec très peu d'informations sur les populations adultes. Et donc il y a ce premier papier qui est sorti là très récemment, qui décrit l'histoire naturelle donc des amyotrophies spinales de type 2 et 3, avec une étude multicentrique qui a regroupé 80 patients, avec cette fois-ci non seulement des enfants mais également de jeunes adultes, avec un suivi de 2 ans de ces populations. Malheureusement, une perte de vue des patients entre la première et la deuxième année, puisque il s'intéressait à des patients qui étaient naïfs de tout traitement, et beaucoup d'entre eux sont entrés dans des essais thérapeutiques entre la première et la deuxième année, mais en tout cas des données importantes sur l'évolutivité de l'atteinte respiratoire. Et donc, ce qu'on peut voir ici sur les résultats, donc sur les types 2 et 3, séparés en capables de s'asseoir, non capables de s'asseoir, ambulant, non ambulant, c'est l'observation d'une diminution de la capacité vitale. C'est sur l'ensemble de la population, dans un mix évidemment pédiatrie et adulte, d'environ 2,6% de la capacité vitale, qui n'est plus significative à 24 mois, mais avec une perte de puissance de l'étude dont je vous ai parlé tout de suite. En ce qui concerne les autres paramètres qui caractérisent les atteintes des muscles respiratoires, on voit ici qu'il n'y a pas de modification significative au cours du suivi, avec, ça j'ai oublié de le préciser auparavant, je le redis, une atteinte qui est plus sévère chez les types 2 que chez les types 3, et qu'on retrouve également dans ces résultats sur les muscles respiratoires. Et il y a ce détail sur l'évolution des patients. Donc vous voyez ici différents patients qui sont représentés avec les points évolutifs au cours du suivi. Et si on s'intéresse à la population adulte, là, que j'ai marqué à partir de 20 ans, on voit à nouveau aussi que les patients, on a beaucoup moins de patients malheureusement, que les patients de type 2 ont des atteintes respiratoires plus sévères que ce type 3 pour ceux qui ont été suivis dans cette étude, et pas d'argument franc, même si on a peu de patients, pour se dire qu'il y a une évolutivité importante à court terme. Deuxième papier intéressant, c'est également cette étude de cohorte qui vient des Pays-Bas, avec cette fois-ci 170 patients, encore un mélange de population pédiatrique et adulte, mais avec un suivi qui est assez long et plus de 2000 mesures de fonction respiratoire effectuées au cours de ce suivi. C'est intéressant à des patients de type 1, 2, 3 et 4, mais vous voyez que type 4, il y a extrêmement peu de patients, il n'y a que 9 patients dans la cohorte, alors qu'il y a entre une trentaine à 60 patients dans les différents types d'amyotrophie spinale. Ce qu'on voit encore, c'est que les atteintes les plus sévères qui sont sanctionnées par une ventilation invasive sont les types 1 et les types 2A. Et on a ici ce suivi qui est intéressant de l'évolution de la fonction respiratoire, donc qui documente bien ce qui est décrit par nos collègues pédiatres, une aggravation dans l'enfance. Mais ici, vous voyez qu'on a plus de points, donc c'est un suivi de capacité vitale forcée, de CVF. Et donc là, j'ai remis la barre à 20 ans. Et ici, la barre en pointillé, ce sont la fonction respiratoire normale. Donc déjà, on voit qu'au fur et à mesure qu'on progresse dans les types d'amyotrophie spinale, l'atteinte respiratoire est moins sévère, avec les atteintes les plus sévères dans les types 1 et les types 2. Et la conclusion, c'est qu'il y a une aggravation au cours de l'enfance, mais qu'on voit une stabilisation au cours de l'âge adulte, où la dégradation semble beaucoup moins importante, voire avec une stabilisation de la fonction respiratoire. Et donc, ils ont calculé une pente de dégradation
pareil sur la globalité de la population, qui est relativement faible. Donc on est ici sur une atteinte respiratoire qui est faiblement évolutive. Alors ils n'ont pas pu conclure pour les 1C et les 3B parce qu'il n'y avait pas assez de patients, mais on voit ici donc cette allure de décroissance de la fonction respiratoire au cours de l'enfance avec une stabilisation chez les adultes. Ici, c'est les mêmes résultats, mais pour la CV. Vous savez que les physiologistes respiratoires préfèrent la CV lente à la CV forcée, donc je n'ai pas pu m'empêcher de les montrer, mais là une perte de puissance parce qu'on perd au moins 10 à 20 patients dans chacun des groupes. Néanmoins, on retrouve le même type de résultats avec une évolutivité qui est très lente et une stabilisation sur l'âge adulte. Donc ça, c'est un premier message important. Deuxième point qu'ils mettent en exergue et qui reflète bien ce qui a été dit plus tôt, à savoir que c'est plutôt une atteinte des muscles intercostaux, des muscles expiratoires avec un défaut de croissance thoracique et pulmonaire, et l'atteinte diaphragmatique est loin d'être prédominante, et c'est ce qu'on voit ici sur ces diapos où ils ont regardé la différence entre les CV assises et couchées, et vous voyez, quel que soit le type d'amyotrophie spinale, il n'y a pas de décroissance qui stigmatiserait une atteinte prédominante du diaphragme. Donc ici, le delta de capacité vitale semble moins intéressant pour le suivi des patients par rapport à d'autres pathologies où l'atteinte diaphragmatique est plus à l'avant-plan. Donc, dernier point sur ces atteintes respiratoires. Donc ça, c'est des données personnelles, puisqu'on est en train de conduire un travail au sein du centre de référence là, sur Garches. Cette fois-ci, seulement avec des données chez des adultes, avec pour l'instant 82 patients, mais la base n'est pas finie. Donc, je vous montre des données préliminaires avec plus de 300 mesures, avec des patients qui sont plus représentés sur les types 2 et 3. Et donc, chez ces patients, la confirmation chez ces adultes que l'atteinte des muscles expiratoires prédomine largement sur l'atteinte des muscles inspiratoires. Donc, vous voyez que globalement, cette atteinte est relativement sévère chez les patients qu'on suit, mais avec le biais de recrutement, à savoir qu'on est aussi un centre de référence sur la prise en charge respiratoire. Donc, on voit probablement plus de patients sévères au niveau respiratoire d'emblée. Et puis, donc, des pressions expiratoires qui sont beaucoup plus atteintes que les pressions respiratoires, qui sont illustrées ici, où vous voyez sur la gauche des paramètres qui dépendent des muscles expiratoires et en ordonnée, donc des paramètres des muscles inspiratoires. Et vous voyez que les points sont très en dessous de la ligne d'identité, ce qui veut dire que vraiment c'est l'atteinte expiratoire qui prédomine par rapport à l'atteinte inspiratoire. Ici, alors c'est un peu fouillis, mais vous avez différents types d'amyotrophie spinale qu'on a pu étudier sur cette cohorte, avec une représentation du suivi en pourcentage de l'AC en fonction du temps. Et donc nous, ce qu'on observe, c'est assez similaire à ce qui est montré sur l'étude néerlandaise, à savoir une évolutivité qui est très faible chez ces patients adultes. On a pour une partie de la cohorte un suivi qui va jusqu'à 10 ans, mais c'est une minorité, c'est 5 patients. Mais vous voyez que pour un certain nombre de patients, on a du suivi de 3 à 5 ans qui montre assez peu d'évolutivité de la fonction respiratoire et pas de variation en fonction de l'âge. Donc là, encore une fois, un élément important, je pense, pour le suivi, puis l'évaluation après de l'effet des thérapeutiques, des nouvelles thérapeutiques. Quels sont les symptômes présentés par ces patients? Donc souvent, je remonte cette étude parce que c'est une des rares études qui s'intéresse aux symptômes présentés par les patients neuromusculaires au moment de la mise sous VNI. Donc au début, ils avaient plus de 350 patients. Ils ont exclu les patients qui avaient eu une mise sous ventilation de façon non programmée suite à une insuffisance respiratoire aiguë et se sont intéressés aux 268 patients pour lesquels on avait décidé de façon programmée la mise sous ventilation en s'intéressant à un certain nombre de signes. Donc vous voyez que ces patients sont symptomatiques, mais après ils ont regardé dans cette cohorte les plus grosses cohortes de patients pour différencier. Donc les grosses cohortes qu'ils avaient, c'est Duchenne, SLA, Steinert, amyotrophie spinale. Et juste, là, je ne vais pas tout redétailler, mais vous voyez que les profils cliniques sont différents, ce qui traduit très probablement la différence d'atteinte des muscles respiratoires. Et donc, quand on regarde la cohorte qu'ils avaient d'amyotrophie spinale, ce qui prédomine, c'est les complications liées au déficit de l'atout. Très peu de dyspnée chez des patients qui sont souvent à ce stade non ambulants et donc qui sont peu confrontés à leurs limitations respiratoires. Et on voit que les signes en rapport avec les troubles respiratoires au cours du sommeil ne sont pas prédominants non plus. Et donc, là encore, des symptômes plus en rapport avec cette atteinte et cette défaillance de la musculature expiratoire.
Donc comment on va les prendre en charge? On reste en fait sur la même triade classique, à savoir la ventilation mécanique pour prendre en charge l'hypoventilation alvéolaire, les techniques d'assistance à la toux, je reviendrai là-dessus brièvement, et on peut se poser la question de la place de la mobilisation thoracique chez cette population adulte. On a vu qu'elle était très importante dans la prise en charge pédiatrique. Est-ce qu'on l'utilise encore? Et puis enfin les mesures générales. En ce qui concerne la ventilation mécanique, donc ça c'est également une étude récente, toujours sur la cohorte néerlandaise, avec 307 patients qui s'intéressaient à la survie, mais en mettant des endpoints composites qui prennent en compte la ventilation des patients, à savoir qui illustrent l'impact de la ventilation sur la survie des patients. Et on voit que l'impact principal sur la survie est observé dans les formes 1 et dans les formes 2. Et donc ici, avec ces endpoints composites, où l'illustration principale montre que la prise en charge respiratoire par ventilation mécanique va changer la survie de ces patients et donc va avoir un impact sur leur survie par rapport aux formes de B et 3A. Donc, est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques? Donc là, j'ai remis l'arbre décisionnel proposé par les recommandations de 2018, mais là encore qui ne différencie pas atteinte pédiatrique, atteinte respiratoire. On voit qu'on commence à parler de la ventilation non invasive à partir d'une atteinte qui est relativement significative avec une fonction respiratoire altérée à moins de 40% de la capacité vitale, de troubles du sommeil REM ou non REM, et également de la survenue d'infections respiratoires multiples, mais on n'a pas de seuil particulier qui est proposé pour l'introduction de la ventilation. Et donc, en fait, on est sur des critères de ventilation qui sont, je dirais, standards dans les pathologies restrictives, sans spécificité pour cette population d'amyotrophie spinale adulte. Et donc, avec la survenue, c'est toujours recommandé de rechercher les symptômes, bien sûr, et la survenue d'une hypoventilation alvéolaire, soit se traduisant sur la période diurne par une hypercapnie diurne au-dessus de 45 mm de mercure, ou les éléments qu'a noté Brigitte. Vous voyez qu'on est très proche avec des désaturations prolongées. Donc, sur ce que montrait Brigitte Fourou, c'était plus de 2% de temps d'enregistrement. Un des autres critères, c'est plus de 5 minutes consécutives. Et l'hypoventilation nocturne, qui reste une définition qui est encore débattue. Donc, ce qui est retenu dans les recommandations de la HAS pour la mise en route de la ventilation, c'est une PaCO2 moyenne sur une capnographie nocturne de plus de 50 mm de mercure. Mais on retrouve d'autres critères proposés. Un temps de PaCO2 supérieur à 50 mm de mercure, une PCO2 max au cours de la nuit supérieure à 55 mm de mercure. Ça dépend des sociétés de recommandation. Mais on prend de plus en plus ce critère pour débuter la ventilation qui est préalable à la survenue de l'hypercapnie diurne. Ici, donc, c'est pour les pathologies restrictives des recommandations d'experts très récentes qui viennent d'être publiées dans Chest et qui regroupent des recommandations pour les pathologies restrictives pariétales ou neuromusculaires. Et vous voyez qu'on retrouve donc à peu près les mêmes seuils que je viens de vous montrer, avec des désaturations nocturnes. Une capacité vitale inférieure à 50%, c'est le seuil qui depuis 1999 est retenu sur les recommandations, je dirais pas, probablement pour ventiler les patients, mais commencer à dépister les manifestations d'hypoventilation, et des atteintes musculaires respiratoires très sévères. Et donc avec cette proposition d'arbre décisionnel sur quel type de ventilation débuter dans ces différentes circonstances. En ce qui concerne l'assistance à la toux, c'est le deuxième volet, mais extrêmement important, puisque une des difficultés de ces patients, ça va être justement cette faiblesse des muscles expiratoires et l'incapacité de toux, qui en cas d'infection respiratoire va les exposer à des complications potentiellement importantes qui peuvent les mener à une hospitalisation, à une décompensation respiratoire aiguë. Et là, si on reprend toujours les recommandations 2018, on trouve cette fois-ci un seuil plus précis, avec la proposition d'introduire les techniques d'assistance à la toux, avec bien sûr la kiné, mais également les machines d'assistance à la toux, lorsqu'on a une toux considérée comme inefficace, inférieure à 270 litres minute. Et là, on est encore une fois, non pas sur un critère spécifique des amyotrophies spinales, mais un critère qu'on retrouve dans la littérature pour les différentes maladies neuromusculaires. Donc, je vous rappelle que les critères que vous allez retrouver dans les différents consensus reposent en gros sur 4 papiers. Vous avez ce premier seuil qui avait été retenu d'un débit de pointe à la toux inférieur à 160 litres minute, qui repose sur un papier de bac en 96 sur 49 patients qui étaient étudiés au moment de l'extubation et de la décannulation.
ventilation et qui concluait qu'un DEP inférieur à 168 minutes était un facteur prédictif d'échec du sevrage de la ventilation. Puis un autre travail de bac en situation stable sur une étude rétrospective de 47 patients neuromusculaires qui conclut que lorsque l'inexsufflateur est introduit pour un DEP inférieur à 270 minutes, ça permet d'obtenir moins d'hospitalisation et de décompensation respiratoire. Le troisième seuil qu'on retrouve, alors maintenant c'est le seuil qui est le plus souvent utilisé, mais il y a ce troisième seuil qu'on retrouve beaucoup, qui est de 180 minutes et qui repose sur un papier de 2001 sur une population mixte de patients neuromusculaires, pariétaux et BPCO, et qui concluait qu'il fallait un DEP supérieur à 180 minutes pour avoir une toux efficace. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, cette notion de pression expiratoire supérieure à 60 cm d'eau qui repose sur un papier de 88 portant sur 22 patients neuromusculaires et qui concluait que lorsque la pression expiratoire était inférieure à 60 cm d'eau, l'expectoration était peu efficace et exposée à des infections respiratoires. Donc ça, c'était juste pour vous remontrer. On retrouve toujours ces différents seuils dans les différentes recommandations, conférences de consensus, et ça repose sur ces 4 papiers. Et donc là, c'est le seuil qu'on utilise de plus en plus qui correspond à ce qu'on a en France, puisque la recommandation dans l'introduction des appareils d'inexsufflation pour l'aide à la toux et aux désencombrements a retenu un seuil inférieur à 300 litres minutes. Donc vous voyez qu'on a quand même une marge assez large pour pouvoir prescrire ces techniques aux patients qui ont un déficit de la toux. Et donc ça va être un élément très important de la prise en charge de ces patients. Troisième point majeur, c'est la mobilisation thoracique. On a vu que c'est utilisé dans l'enfance pour améliorer la croissance pulmonaire et le développement de la cage thoracique, mais est-ce que ça garde un intérêt chez l'adulte? Et ça, c'est une question qu'on a fréquemment chez les patients qui font la transition de la prise en charge pédiatrique à la prise en charge adulte. Est-ce que je continue le relaxateur de pression? Et donc, moi, j'ai des arguments, je dirais, indirects, ici sur une étude qui s'intéressait aux possibilités de recrutement pulmonaire chez les patients neuromusculaires, à savoir, est-ce que je suis capable d'améliorer, voire de normaliser les volumes pulmonaires si j'applique une assistance mécanique. Donc ici, l'impact sur la capacité inspiratoire de l'adjonction de 40 cm d'eau de façon passive ou active. Et vous voyez que ça permet chez tous les patients, donc ça c'est une cohorte de plus de 40 patients, chez tous les patients d'améliorer leur capacité inspiratoire. Et quand on regarde le détail, on voit qu'il y a un certain nombre de patients. Donc là, vous avez la moyenne des patients, mais ici, vous avez la normalité de la fonction respiratoire en capacité inspiratoire et avec la méthode assistée. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de patients qui vont, ici, c'est la ligne d'identité, et donc un certain nombre de patients, avec cette assistance inspiratoire, peuvent normaliser leur capacité inspiratoire. Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'on peut se dire si je peux suppléer les muscles inspiratoires ou si mon médicament améliore mes muscles inspiratoires suffisamment, ces patients ont un potentiel de normalisation de leur fonction respiratoire. Mais vous voyez que si tous les patients s'améliorent, il y a un certain nombre qui ne normalisent pas. Et quand on regarde dans le détail, ceux qui ne normalisent pas, ce sont ceux qui ont des insuffisances respiratoires qui évoluent depuis l'enfance, donc essentiellement les Duchenne et les amyotrophies spinales, avec cette part thoracique pariétale qui fait que même si on normalisait la force de leur muscle respiratoire, on ne récupérait pas une fonction respiratoire normale, contrairement à des myopathies qui évoluent plus tardivement comme le Steinert. Donc ça, c'est un argument indirect de se dire il y a une part pariétale, est-ce qu'il ne faut pas que je la traite quand même à l'âge adulte? Donc il y a eu des premiers papiers sur le relaxateur de pression chez l'adulte avec des résultats discordants, positifs et négatifs, mais avec des évaluations relativement courtes. Et on a des arguments quand même sur des papiers où on a des suivis plus longs de l'ordre de 1 à 2 ans, où on a quand même l'impression qu'il y a un impact chez ces patients adultes avec l'introduction de ces techniques de mobilisation thoracique, pas nécessairement le relaxateur de pression, mais la persistance d'une mobilisation thoracique avec une diminution du déclin de la fonction respiratoire ici, une stabilisation, voire une amélioration sur cette étude allemande à droite. Et donc, c'est également l'impact, et ça, je crois que c'est Suzanne l'a bien montré tout à l'heure, que le fait de mettre la VNI modifie la mécanique respiratoire dans les formes pédiatriques. On voit ça aussi, ça c'est chez des Duchenne, donc pas des amyotrophies spinales, mais qui a un impact de l'introduction de la ventilation
alors qu'il n'y a pas de modification de la force des muscles inspiratoires. Donc c'est vraiment sur un effet, on va dire, pariétal. Donc sur ces différents arguments, moi je continue à recommander aux patients, en particulier ceux qui ne sont pas ventilés, d'utiliser des techniques de relaxateurs de pression et de mobilisation thoracique pour essayer de conserver au maximum leur fonction respiratoire. Dernier point, ne pas oublier les mesures générales, les vaccinations, et puis une note d'espoir, mais sur l'acculturation du masque, parce que quand même un des effets de la pandémie de Covid de l'année dernière, pour tous les personnes qui gèrent des patients qui ont une insuffisance respiratoire chronique, ça a été quand une diminution drastique des complications respiratoires et des infections respiratoires. Donc il y a évidemment l'effet confinement, mais très certainement aussi l'effet du port de masque. Il y a une raison pour laquelle on n'a pas eu d'épidémie de grippe ni de bronchiolite l'année dernière. Et donc on pourrait avoir un espoir que de façon un peu plus civique, les gens apprennent à utiliser le masque quand ils sont malades pour essayer d'éviter de contaminer leurs concitoyens, en particulier ceux qui sont plus à risque. Bon là j'essaie de compter sur l'esprit civique des Français, mais je sais que ce n'est pas en général leur point fort. Et donc pour conclure, donc une atteinte dont la sévérité dépend clairement de la forme des amyotrophies spinales, avec des critères pour les formes adultes classiques de mise sous ventilation et d'introduction des aides à la toux. Mais moi, je pense, alors je ne l'ai pas mis dans les questions en suspens, je pense qu'il y a probablement une place à la mobilisation thoracique, en particulier lorsqu'il y a une absence de ventilation. Et vous voyez quand même pas mal de questions qui restent en suspens sur l'histoire naturelle de ces formes adultes. On a des premiers éléments de réponse, mais il faudrait creuser ce sillon. Là, se poser la question de l'impact des nouvelles thérapeutiques, avec aussi, comme je vous le disais, de se rappeler qu'il y a certes une atteinte musculaire, mais il va y avoir aussi une atteinte pariétale qui va, pour les endpoints respiratoires, probablement interagir dans l'évaluation de l'efficacité des traitements. Et puis, donc ça, c'est une question personnelle, puisque je vois pas mal de patients sur la transition enfant-adulte avec une certaine lassitude de la ventilation. Et on peut se poser la question de l'intérêt de la poursuite de la ventilation dans certains cas, dans des formes relativement sévères, mais un peu moins sévères. C'est-à-dire qu'elle a été très utile au moment de la croissance, mais on a un certain nombre de patients qui abandonnent la ventilation par lassitude. Est-ce qu'il ne faut pas les réévaluer pour voir s'ils ont toujours cette indication à l'âge adulte ou s'il faut moduler la façon de les prendre en charge? Je vous remercie de votre attention. Merci Hélène pour cette leçon de civisme. Place pour une petite question en attendant que Carole Villeroy se prépare. C'était des questions par rapport à la ventilation? Oui, Isabelle Deguerre. Est-ce que le fait qu'un patient perde du poids sans raison évidente fait partie de vos critères d'alerte d'hypoventilation et de mise en place de la VNI? Moi, pour les adultes, oui, parce que ça fait partie, quand tu es sur une insuffisance respiratoire restrictive sévère, non traitée, effectivement. Alors, pour les amyotrophies spinales spécifiquement, je ne peux pas dire, mais globalement, ça on le voit très très bien pour les Duchenne, et puis un certain nombre de patients, quand ça fait un moment qu'ils sont symptomatiques, ils vont perdre du poids parce qu'ils utilisent énormément d'énergie pour respirer et ils reprennent du poids à la mise sous ventilation. Voilà. Donc après, la quantification, non, mais c'est quelque chose qu'on a effectivement, ça fait partie des signes sur lesquels on est attentif quand on voit un patient qui... surtout aussi, tu vois, quand on voit que la ventilation n'est pas suffisamment longue, parce que c'est ça aussi, à un moment, il faut arriver à les convaincre de passer d'une ventilation nocturne pour certains patients à une ventilation plus prolongée sur la période diurne. Et ça, c'est aussi un argument pour se dire non, ça ne suffit pas, parce qu'on voit qu'il y a une altération de l'état général qui est très probablement en rapport avec l'atteinte respiratoire. Et il y a un deuxième point, c'est la durée du repas. Parce que ça, on l'a montré aussi, les interactions respiration-déglutition, c'est bien connu. Et donc, il y a une altération quand il y a une insuffisance respiratoire sévère. Il y a une altération de la bonne coordination déglutition, respiration. Et ça contribue déjà à exposer au risque de fausse route, nonobstant l'atteinte locale, loco-régionale sous-jacente liée à la maladie neuromusculaire. Alors ça, c'est un critère fort pour nous, c'est de demander aussi combien de temps dure le repas. Parce qu'on voit chez les patients, ça finit par durer 1 heure, 1 heure et demie. Réduire aussi, ça contribue aussi à la perte de poids parce que ça devient une épreuve que de manger non ventilé parce que on est dans cet état d'atteinte respiratoire extrêmement sévère. Ouais. Moi, j'avais juste une question. Vous parlez de réévaluer la ventilation à l'âge adulte. Physiopathologiquement, comment ça pourrait s'expliquer? Je suis là. Ouais. Alors,
C'est pas enfin, ce que je propose souvent, c'est des patients, on va dire, qui sont à du 30% de capacité vitale, où on sait que certains n'ont pas toujours, enfin, des adultes que je vois arriver à 30% de capacité vitale n'ont pas toujours d'indication de ventilation. Et moi, je vois arriver des jeunes qui ont arrêté, qui en ont marre ou qui font plus qu'1 heure. Et donc, je leur dis, on va refaire un point. Alors, je dis pas que c'est pas, ils ont plus d'indication, ils n'ont plus la même indication qu'au moment de l'enfance et de l'adolescence. Mes collègues pédiatres ont bien dit, c'est extrêmement important pour aider à la croissance. Et donc, ils n'hésitent pas à mettre la ventilation parce qu'il va y avoir tout un enjeu de croissance, de développement pulmonaire, développement de la cage thoracique, qui finalement n'est plus ma question à l'âge adulte. Et là, ma question, c'est est-ce qu'il persiste de l'hypoventilation alvéolaire? Est-ce que le fonctionnement de la pompe ventilatoire telle qu'elle est à l'âge adulte suffit pour assurer la respiration pendant le nictémère? Et auquel cas, peut-être qu'on peut se dire on va sursoir un peu et puis réévaluer les choses au fur et à mesure, parce que j'ai pas exactement les mêmes objectifs. Donc c'est pas que c'est qu'on n'est plus sur la même période de vie du patient, donc les indications changent un petit peu. Et je pense que ça vaut le coup aussi. Alors après, ce que je négocie, si on va là-dessus, c'est qu'ils reprennent des techniques de kinésithérapie respiratoire et de mobilisation thoracique, voilà, pour agir sur cette partie de mobilisation thoracique qu'assure la ventilation, qu'assurait pendant l'enfance et l'adolescence la ventilation. Merci.